D'accord. Alors, les mouches sont-elles robustes? Il y a un inconnu qui vous pose cette question dans la rue, vous allez dire, cet homme est fou. Et vous n'aurez pas tort. Maintenant, pour savoir si vraiment les mouches sont robustes, je vais vous inviter à considérer leur mode de développement. Parce que si une mouche est robuste, la manière de fabriquer une mouche, le développement de la mouche, doit également être robuste. Et ce qu'on va voir ici, ce sont des embryons de drosophiles. Effectivement, c'est pas facile. Ouais, tranquillement. Voilà. Si vous arrivez à rentrer dans un œuf de mouche, si vous regardez, c'est ce que vous allez voir ici. Là, vous avez 3 œufs qu'on a regardés en microscopie. Alors, une mouche, c'est grand comme ça. Un œuf de mouche, c'est grand comme ça. Et vous voyez, les caractéristiques qui existent chez un certain nombre d'insectes, c'est que cet embryon a déjà une tête, il a un tronc et il a une queue. Et cette queue va se rétracter. Lors de cette rétraction, elle va laisser une ouverture. Cette ouverture, c'est le trou dorsal qui est visible ici. Donc on est dans la deuxième phase de l'embryogenèse, on est en train de fabriquer une larve, c'est ça le but du système à ce moment-là. Il va falloir combler ce trou. Et pour ce faire, on va allier le côté droit et le côté gauche de l'embryon et ils vont faire une suture, comme lorsqu'on ferme une clé. Et si on peut avoir la vidéo qui devra apparaître ici, on va voir ça en imagerie accélérée. Vous avez le tissu central ici et vous avez les 2 lèvres de la clé qui vont se refermer. Et ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène physiologique qui se passe chez chaque embryon, chez tous les embryons de mouches qui existent. En fin d'embryogenèse, vous devez fermer votre embryon. Alors, lorsqu'on passe à la diapo suivante, maintenant on peut se dire, au niveau de la robustesse, qui est le sujet, qu'est-ce qui est robuste dans notre environnement? Et vous avez la phrase d'un solide comme un roc. Alors, j'ai eu l'intention de vous faire une comparaison qui n'est peut-être pas forcément aux géologues, une comparaison avec la chaîne des Alpes. La chaîne des Alpes, là voilà, vous avez l'Italie, où on est assis ici, il fait beau aujourd'hui, mais là ce jour-là il y a des nuages. Et l'idée, c'est cette chaîne des Alpes, 4807 mètres, etc., c'est robuste ou non? Et donc, entre le développement, le mode de développement de la mouche et la chaîne des Alpes, qu'est-ce qui est le plus robuste? Alors, pour poser cette question, je suis sur Wikipédia, j'ai passé un peu, et ce que j'ai vu, c'est que les Alpes, en fait, sont contemporains des drosophiles. Vous avez ici, les Alpes, c'est de l'ère tertiaire, comme les drosophiles, là c'est des millions d'années, 40 millions d'années. Sauf que les mouches qui font cette fermeture dorsale sont bien plus anciennes. Les mouches ici apparaissent il y a 250 millions d'années. Et d'autres insectes qui font également la fermeture dorsale, ces autres insectes apparaissent 480 millions d'années. Pour référence, la Bretagne, il y a 360 millions d'années, faisait plus de 6000 mètres de haut. Donc maintenant, vous regardez ce qui est solide comme un roc, c'est-à-dire les montagnes, puis vous regardez la petite mouche, et vous me dites, la robustesse, finalement, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la vie. La vie se doit d'être robuste pour exister sur cette planète. Et donc, par conséquent, à quoi c'est dû? Pourquoi est-ce que c'est robuste? Comment ça se fait qu'il y a des phénomènes comme ça qui durent, comme ce mouvement dorsal ici, depuis ce moment-là? Et si on pouvait ramener un microscope dans le temps, il y a 250 millions d'années, on aurait certainement la même symétrie. Et ce que je vous ai montré comme film, on pourrait ce que je devinerais, c'est qu'on peut certainement obtenir la même chose avec le même nombre de minutes dans le développement. Et donc, pour réussir à comprendre cette robustesse, je vous invite maintenant à comprendre les structures et ce qui se passe dans le développement. Et dans le développement, donc là je vous remontre l'embryon drosophile, là c'est l'ouverture. Il y a un tissu au milieu qui est important parce qu'il va tirer, mais il y a un autre tissu qui est extrêmement important, c'est la rangée de cellules en bordure. Et ces cellules-là, je les ai mises en rouge ici, ce sont les cellules du bord. Et sur toutes les images qui vont suivre, ce sont des images qui ont été acquises de laboratoire par Orphan Duquin, qui était cette thèse de laboratoire. Sur cette rangée de cellules, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que pour pouvoir se fermer, vous avez des petits doigts cellulaires. Et ces petits doigts cellulaires vont aider les cellules à fermer le trou. Et donc ces cellules-là, elles sont très spécifiques. Donc, ces cellules-là, elles ont une caractéristique qui est
extrêmement précis. Et cette caractéristique ne dépend pas juste d'être au bord du tissu. Ce qu'il va falloir faire, c'est également recevoir un message. D'ailleurs, ce message, il est découpé. Il y en a un qui est un signal qui s'appelle June, c'est un signal de stress, qui est également actif dans vos cellules lorsqu'elles sont stressées. Et vous en avez un autre, c'est DPP, c'est un homologue d'une molécule que vous avez, qui est important pour faire votre squelette, plein d'autres choses lors de votre développement. Et donc ces deux molécules ici sont importantes. Lorsqu'elles sont mutées, et l'avantage d'utiliser des bouches pour une étude comme ça, c'est la génétique, on peut utiliser des mutants pour voir ce qui se passe, et bien ce qu'on voit, c'est qu'on a une grande ouverture. L'embryon ne s'est pas fermé, il a continué à se développer sans se fermer, l'intérieur continue à se développer, et l'intestin est sorti. C'est ce que vous voyez là. Vous avez une éventration de l'embryon, ici et puis là. Donc être au bord du gouffre n'est pas suffisant, il faut également avoir une signalisation qui vous dit, vous êtes une cellule du bord du trou. Et lorsqu'on replace ça dans des contextes de différenciation et d'identité cellulaire, il y a ce schéma de Waddington que vous connaissez peut-être, où il a défini l'identité cellulaire comme quelque chose de naïf en haut, et par force gravitationnelle, la petite bille va descendre. Et donc l'identité par défaut de cette bille, ça va être d'être dans la zone bleue ici, c'est-à-dire l'épiderme dorsal, ne pas être au bord du trou. Par contre, si jamais on stimule la cellule avec ces voies de signalisation, eh bien la petite bille va être divers, elle va passer du côté rouge, elle va changer d'identité, et c'est comme ça qu'on va acquérir une nouvelle identité. Et donc la cellule ici, elle correspond à celle-là, elle va faire ces petits doigts pour voir. Donc, pour récapituler, on a un schéma, on a deux voies de signalisation, les études génétiques ont montré qu'il y avait la voie June qui était en amont, la voie DPP en dessous, il y avait également un répresseur qui était impliqué et qu'on avait une double régulation, ce qui revient à dire qu'on avait une activation, donc une double répression de une activation. Donc en gros, on a un schéma linéaire assez simple, on a deux voies de signalisation qui vont permettre de dire à ces cellules, vous devez vous différencier de manière à pouvoir fermer cet embryon. Et ça, pour mettre ça dans le contexte de la robustesse, ça se passe depuis bien avant les dinosaures, ça se passe depuis 250 millions d'années. Donc à chaque génération de drosophile, tous les 10 jours, depuis 250 millions d'années, apparemment, il y a ce processus qui a lieu comme ça de manière régulière. Et pour mieux comprendre ce que ça signifie sur le plan biologique et ce qui se passe, ce qu'on a fait, c'est d'analyser des marqueurs. Alors les marqueurs, c'est des molécules qui vont être exprimées dans le tissu d'intérêt et qui vont vous renseigner sur l'état de la cellule. Et ici, je vais en présenter deux. Il y en a un qui s'appelle Jupiter, ça n'a rien à voir avec le premier cellule qu'on a utilisé. Donc c'est Jupiter, on voit une expression ici au niveau des cellules du bord, et on a Jaguar qui est exprimé là. Et lorsqu'on n'a pas le signal, donc le signal qui est au milieu de cette voie linéaire que je vous ai présentée, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas d'accumulation de ces facteurs. Là, sur la projection, on voit cette accumulation. Donc, ces facteurs ont besoin de cette voie de signalisation. On peut récapituler sur ce schéma ici. La cellule qui est au bord, ici, va recevoir les deux signaux. Jupiter et Jaguar vont s'exprimer. La cellule va connaître son identité et le processus biologique va avoir lieu. Si on est un peu plus loin, on a le répresseur qui n'est pas réprimé par les voies de signalisation parce qu'elles sont à un endroit différent, elles ne sont pas dans ces cellules. Et à ce moment-là, on va réprimer ces gènes-là, c'est pour ça qu'ils sont utiles. Et ici, vous n'aurez pas la différenciation. Donc, le corollaire de ça, la manip contrôle, c'était de se dire finalement, si nous, on prend le signal qui dit aux cellules vous êtes au bord et qu'on le met plus loin, eh bien à ce moment-là, on pourrait changer l'identité des cellules et obtenir des cellules rouges ici qui se situent du côté latéral. Donc la question, c'est si maintenant le signal qui dit aux cellules vous êtes au bord, on le met ailleurs qu'au bord, est-ce qu'on trompe les cellules? Est-ce qu'on arrive à les induire en erreur? Donc ça, c'est l'expérience qu'on a effectuée. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on arrive à rajouter grâce à ce système génétique cette information dans un segment de l'animal mais pas dans les autres, comme ça on a un contrôle interne, et bien lorsqu'on arrive à faire ça, il ne se passe rien. Rien du tout. Donc ça veut dire que le système qu'on utilise, cette voie unique, n'est pas suffisante pour dire aux cellules ce qui se passe. Et là on s'est dit, il
il y a quelque chose d'autre qui va donner cette information spatiale, et qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, l'idée, ça a été de se dire, si jamais on enlève Joule, est-ce que le système marche quand même du côté des cellules qui sont ici, pour savoir si Joule est le signal qui va restreindre cette information. Donc lorsqu'on a fait cette expérience, ici on a fait dans certaines cellules et puis pas d'autres, ça ce sont les cellules contrôle, on a enlevé Joule, mais on a laissé des BP. On a fait ça de manière générale. Et lorsqu'on a fait cette expérience, ce qu'on voit, c'est que les cellules sont incapables d'attirer leur identité. Donc ça veut dire que Joule ici est nécessaire d'une autre manière que l'induction de DPP. Il est capable de faire autre chose. Et donc il y a une voie latérale, et c'est ce que j'ai schématisé ici. Donc on n'a plus de voie linéaire, c'est faux de dire maintenant que la voie est linéaire, mais on a un triangle avec une action directe sur la différenciation de cellules rouges, comme on l'appelait, et une action ici. Et ça s'appelle une boucle d'anticipation. La boucle d'anticipation, vous avez trois éléments, A, B et C, et il faut que A soit au sommet, A va activer B, et de manière simultanée, A et B doivent activer C. Si on n'a pas de synchronie, ça ne fonctionne pas. Et on va schématiser ça de cette manière-là. Ici, si vous avez un signal A qui est assez faible, qui est assez bref, il va engendrer un signal B qui va être bref également. Il n'y aura pas de synchronie entre les deux, et à ce moment-là, vous n'aurez pas de signal de sortie. Par contre, si jamais vous avez un signal qui est robuste dans le temps, vous allez avoir également un signal B qui est robuste dans le temps, et vous allez avoir une induction en sortie. Donc ça peut agir comme filtre. Parce que si le signal A est trop bref, ici c'est Joule, si Joule est trop bref, le système ne va pas comprendre qu'il a été stimulé. Si par contre le signal est robuste dans le temps, à ce moment-là, on va avoir le signal qui va arriver après ça. Donc on s'est dit, est-ce que biologiquement, c'est important? Est-ce qu'on a raison de penser que ça peut avoir son importance? Pour ça, on a utilisé ce répresseur dont je vous ai parlé, que je vous ai mentionné aussi au début ici, et on s'est dit, si on enlève ce répresseur par mutation génétique, eh bien, on s'affranchit de l'importance de cette branche indirecte. Donc, la boucle d'anticipation à la branche directe, ici, la branche directe, si on n'a pas de répresseur, eh bien, dès que la voie directe est active, à ce moment-là, on devrait avoir la différenciation qui est. Et on a fait cette expérience, et pour compliquer un peu le système, on s'est dit, est-ce que si on stresse l'animal, on va réussir à avoir quelque chose? En effet, lorsqu'on ne stresse pas l'animal, on voit au niveau de la vitesse de fermeture de la plaie, on voit qu'avec filtre ou sans filtre, il n'y a aucune différence. Si on augmente la température de 7 degrés seulement, on arrive à stresser l'animal. Et l'embryon stressé va réagir cette fois-ci. C'est-à-dire que lorsqu'il a un filtre, il va être capable d'avoir un développement qui est correct, mais lorsque le filtre n'est pas là et qu'il est stressé, à ce moment-là, le développement ne va pas avoir lieu correctement. Alors, on vous montre l'analyse statistique ici de ce phénomène. Si on a 25 degrés, il n'y a pas de différence entre les embryons qui ont un filtre et pas de filtre, j'ai dit. Et par contre, si on est dans un contexte stressé, eh bien, on a une différence, on a un retard dans la fermeture. Maintenant, lorsqu'on regarde les cellules, lorsqu'on les analyse, eh bien, on peut voir la même chose, c'est-à-dire qu'ici, on a une autre bande de cellules, quand le filtre est présent, eh bien, qu'on soit à 25 degrés ou 30 degrés, on n'a pas de différence. Maintenant, sans filtre, ça marche très bien à 25 degrés, mais à 32 degrés, on a des cellules ici qui ont acquis la mauvaise identité. Si on replace ça dans le schéma de Waddington que je vous avais présenté au début, ça correspond à la structure suivante. Ici, vous avez votre petite colline avec tous les éléments, et ici, vous n'avez plus de filtre entre les deux dessins. Et donc, si on a le développement ici d'une cellule bleue, la cellule qui est latérale, eh bien, il n'y a pas de problème, elle est latérale. Ici, sans le filtre, on est latéral également. Maintenant, on met l'embryon dans des conditions de stress, donc à 32 degrés, et à ce moment-là, on voit qu'avec la température, eh bien, c'est déjà plus chaotique, mais le système arrive à canaliser le développement. Maintenant, lorsqu'on n'a plus le système de filtre ici, eh bien, la petite bille est allée dans la mauvaise case, et là, on arrive à avoir ce dessin rouge qui arrive au mauvais endroit. Donc, pour récapituler tout ça, ce
qu'on voit, c'est que lorsqu'on a une boucle d'anticipation dans un système biologique, on a deux branches, une branche qui est une activité biologique, qui est la spécification des identités cellulaires, et l'autre qui va servir à la robustesse du système. Et ce qui est intéressant avec ces boucles d'anticipation, c'est qu'elles sont partout. Lorsque vous analysez des réseaux, ici par exemple vous avez un réseau cérébral au niveau d'une souris, ici c'est une capture d'intensité d'Internet et des connexions à un certain jour, à une certaine heure, et bien vous avez des boucles d'anticipation qui sont surreprésentées. Dans tous les réseaux qu'on a, on a ce genre de petit triangle qui apparaît. Et l'idée c'est que finalement, là on a fait ça en biologie, mais il y a d'autres gens qui peuvent faire des expériences assez similaires dans d'autres champs d'activité et finalement prouver que cette robustesse des systèmes, cette robustesse de tout ce qui nous entoure et qui dépend du réseau, elle dépend très souvent de ces boucles d'anticipation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.